Le hall d'exposition de meubles de luxe brillait sous les projecteurs. Marbre poli, parfum coûteux, champagne à la main, c'était le royaume de la haute société parisienne. Sur la scène principale, Viviane Delaunay, 32 ans, PDG de Delaunay Prestige Intérieur, présentait sa dernière pièce. Un gigantesque buffet ancien, sculpté à la main, cerclé d'acier et de bois massif. Ce meuble, mesdames et messieurs, annonça-t-elle avec un sourire froid, ne peut être déplacé par une seule personne. Dans la foule, un homme en tenue de travail entra discrètement, tenant la main de son fils. Ses bottes laissaient de légères traces de poussière sur le sol parfait, ce qui attira aussitôt les regards dédaigneux des invités. « Regarde, papa, il est énorme !» murmura le garçon, les yeux brillants. « Oui, Élie, » répondit son père, mais tout meuble a un point d'équilibre. L'homme s'appelait Noah Bernard, 36 ans, ancien ingénieur militaire reconverti en installateur de meubles. Veuf depuis 3 ans, il élevait seul son fils de 11 ans, passionné de Lego. Élie tenait toujours une petite maquette de buffet qu'il avait construite, une réplique miniature de celui exposé. Viviane repéra Noah dans la foule et fronça les sourcils. « Excusez-moi, mais l'entrée de ce salon est réservée aux professionnels accrédités, lança-t-elle d'un ton sec. « Je suis venu signer un contrat d'installation, répondit-il calmement. « Un installateur ?» répéta-t-elle avec une ironie glaciale. Les rires fusèrent dans le public. Ce meuble pèse plus de 600 kilos. Même un camion-grue aurait du mal à le bouger. Alors, vous ? Elle s'interrompit, puis ajouta avec un sourire provocateur. Faisons un jeu. Si quelqu'un ici parvient à déplacer ce meuble d'un seul mètre, j'offre l'installation gratuite pour sa prochaine commande. Le public applaudit, amusé. Viviane se tourna vers Noah. Vous voulez tenter votre chance ? Un silence tendu s'installa. Élie serra fort sa maquette. Papa, ne fais pas ça. Fais-moi confiance, dit Noah doucement. Les murmures montèrent. Un expert en mobilier s'avança. C'est impossible. Ce buffet est renforcé par un cœur d'acier. Alors qu'il essaie, lança un autre, ricanant. Les téléphones se levèrent, prêts à filmer l'échec annoncé. Noah posa calmement sa veste. Ses mains calleuses effleurèrent le bois, comme on lit une histoire ancienne. Il prit une grande inspiration, puis se plaça en position. Viviane sourit, sûre d'elle. Ce meuble ne bougera pas. Mais dans la salle, quelque chose changea. Le silence tomba. L'air se figea. Et le père abaissa ses mains puissantes sur le socle du buffet. Un craquement résonna. Les muscles se tendirent. Un gémissement de bois. Puis, lentement, imperceptiblement, le meuble se souleva. Une exclamation collective éclata dans la salle. Viviane blêmit. Les caméras tremblèrent. Élie, debout au premier rang, cria. Il l'a fait. Papa l'a fait. Le buffet venait de bouger. D'1 mètre. Et plus encore et il tremblait, vivant, comme si la vérité cachée en lui voulait sortir. Le silence qui suivit fut presque religieux. Le gigantesque buffet se tenait à présent 1 mètre plus loin de son socle d'origine. Personne n'osait respirer. Viviane Delaunay resta figée, la coupe de champagne encore levée, les yeux écarquillés. Elle avait voulu humilier un ouvrier. Et c'était elle qui venait d'être humiliée devant des centaines de témoins. Noah, haletant, remit lentement le meuble en place. Ses avant-bras tremblaient, mais son regard restait calme. Il s'essuya le front, puis regarda son fils. Élie pleurait, un sourire immense aux lèvres. « Tu l'as fait, papa. Tu l'as vraiment fait. »
Je t'avais promis qu'on ne laisse jamais les autres décider de notre valeur, répondit Noah, la voix tremblante. Un éclat sec retentit. Une fissure venait d'apparaître sur le côté du meuble. Un morceau du panneau décoratif se détacha et tomba au sol dans un bruit sourd. Le public poussa un cri. Viviane courut vers le buffet. Non, ne touchez pas à ça. Mais c'était trop tard. Des feuilles, des dossiers, des reçus s'étaient échappés de l'ouverture. Des papiers marqués confidentiels, avec le logo de Delaunay Prestige intérieur. Un invité s'agenouilla et en ramassa un. C'est une facture? Lut-il à haute voix. Du contreplaqué bon marché, payé comme du chêne massif? Un autre saisit une seconde feuille. Regardez ça. Il remplace l'acier par de l'aluminium. La salle se mit à bourdonner. Des dizaines de téléphones se levèrent pour filmer la scène. Viviane essaya de cacher les papiers avec ses mains. C'est un montage. Des faux documents. Mais une voix féminine retentit du fond de la salle. Non, Madame Delaunay. Ce ne sont pas des faux. Tous se retournèrent. Une femme s'avançait parmi la foule, costume sobre, regard déterminé. Je m'appelle Céline Morel, inspectrice pour le ministère de l'Industrie. Nous enquêtons depuis 6 mois sur des soupçons de fraude dans le mobilier de luxe. Viviane recula d'un pas. Vous mentez. Céline montra son insigne. Vous avez dissimulé des preuves dans vos meubles d'exposition pour éviter toute perquisition. Ce buffet devait servir d'échantillon. Et grâce à cet homme, elle désigna Noah. La vérité est sortie toute seule. Le public éclata en murmures. Les invités, jadis hautains, se regardaient maintenant, gênés. Les caméras tournaient dans tous les sens. Viviane blêmit davantage. Vous n'avez aucune preuve que ces documents viennent de moi. Mais Céline leva son téléphone. Nous avons reçu ce matin un signalement anonyme venant de votre propre service logistique. Et maintenant, nous avons les preuves physiques. Noah, silencieux, prit la main d'Élie. Viens, on rentre. Mais Céline les arrêta. Attendez, monsieur Bernard. Vous venez de nous aider à résoudre une enquête nationale. La police entra dans la salle à ce moment-là. Leurs pas résonnèrent sur le marbre. Des agents s'approchèrent de Viviane. Elle éclata. C'est lui. C'est lui qui a détruit ma propriété. Mais Céline répondit calmement. Non. Il a simplement accepté le défi que vous avez vous-même lancé. La foule applaudit. Un tonnerre d'applaudissements, cette fois sans ironie. Noah baissa la tête, gêné. Il ne voulait pas être un héros. Il voulait juste que son fils sache qu'on ne se laisse pas piétiner. Céline le regarda avec respect. Monsieur Bernard, je crois que vous venez de soulever bien plus qu'un meuble. À l'extérieur, la nuit tomba sur Paris. Les vidéos de la scène s'étaient déjà répandues sur les réseaux sociaux. Les titres défilaient sur les écrans. Un père soulève l'impossible et révèle un scandale. Le buffet de la vérité, la PDG démasquée en direct. Héros anonymes, le poids de l'intégrité. Élie s'endormit contre son père dans le bus du retour, la tête sur son épaule. Son petit modèle de buffet posé sur ses genoux. Noah le regarda, ému, puis murmura. Tu vois, mon fils? Parfois, la vérité pèse lourd. Mais il faut quand même la porter. Le lendemain matin, Paris se réveilla avec une nouvelle obsession. Le père du buffet. Les journaux, les émissions, les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Les vidéos du salon avaient dépassé 10 millions de vues en 24 heures. Les commentaires se succédaient. Ce type est une légende vivante. Un vrai Français, honnête et fier. Il faut le décorer. Mais dans son petit appartement du 11 arrondissement, Noah Bernard ne lisait rien de tout cela.
Il réparait un vieux tabouret pendant qu'Élie préparait son petit déjeuner. « Papa, regarde, t'es partout !» s'exclama le garçon, brandissant une tablette. Sur l'écran, un journaliste disait « Le héros du buffet, un simple ouvrier, aurait involontairement révélé une fraude massive dans le secteur du luxe. La PDG Viviane Delaunay a été arrêtée hier soir et placée en garde à vue. » Noah soupira. « Je ne suis pas un héros, Élie. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Mais tout le monde dit que t'as sauvé la vérité. » Noah posa sa main sur la tête de son fils. « Ce qu'on sauve vraiment, mon garçon, c'est sa dignité. » Quelques heures plus tard, quelqu'un frappa à la porte. C'était Céline Morel, l'inspectrice. Elle portait un manteau beige et un air fatigué. « Excusez-moi de débarquer sans prévenir, mais je devais vous parler. » Elle entra, observant l'appartement simple et ordonné. Sur la table, le fameux Lego buffet d'Élie trônait comme un trophée. « Vous savez que votre geste a changé plus que vous ne le pensez ?» dit-elle. Noah haussa les épaules. « J'ai juste levé un morceau de bois, c'est tout. »« Non. Vous avez levé un voile ?» Elle sortit un dossier de son sac. « Grâce à vous, on a retrouvé des dizaines de contrats falsifiés. Des clients escroqués, des artisans ruinés. » Elle s'interrompit, le regard franc. « Le ministère veut vous rencontrer. » Noah fronça les sourcils. « Pourquoi moi ? » « Parce qu'ils veulent créer une commission d'éthique pour l'artisanat, et ils veulent que vous en soyez le symbole. » Il rit doucement. « Moi, un symbole ? Je suis juste un père qui fait de son mieux pour payer le loyer. »« C'est justement pour ça, » répondit Céline. « Parce que les vrais symboles ne se proclament jamais eux-mêmes. » Le soir même, Céline participa à une conférence de presse. Devant les caméras, elle déclara. « Cet homme n'a pas cherché la gloire. Il a simplement refusé l'humiliation. Et ce faisant, il a exposé un système corrompu. » Noah, lui, regardait tout cela à la télévision, un chiffon à la main. Élie s'assit à côté de lui. « Tu crois qu'ils vont t'inviter à la télé, papa ? J'espère que non. » Pourquoi ? Parce que les gens qui passent trop à la télé oublient pourquoi ils ont agi. Élie resta silencieux, puis demanda. « Et toi, pourquoi t'as agi ?» Noah réfléchit un instant. « Parce qu'ils se sont moqués de toi, fiston. Et de nous. Et qu'un homme doit montrer à son enfant qu'on peut être pauvre, mais jamais petit. » Le garçon hocha la tête avec gravité. Il comprenait. À sa façon, il venait d'apprendre une leçon d'adulte. 2 jours plus tard, un facteur déposa une grande enveloppe officielle dans leur boîte aux lettres. En haut, le sceau de la République française. À l'intérieur, une lettre signée du ministre du Travail. « Monsieur Bernard, votre acte de courage et d'intégrité a inspiré la nation. Nous vous invitons à la cérémonie des médailles du mérite civil. » Noah resta longuement debout, la lettre à la main. Il n'avait jamais rien voulu de tout ça. Mais il pensa à Élie, et un sourire discret se dessina sur son visage. Une semaine plus tard, père et fils prenaient le train pour Paris-Bercy, où la cérémonie aurait lieu. Élie collait son Lego contre la vitre. « Papa, tu crois qu'ils vont applaudir ? » « Je crois qu'ils vont applaudir ce que tu m'as appris. »« Moi ? » ?»« Oui. Que les vraies choses solides sont celles qu'on construit avec le cœur. » Le train traversait la campagne, baigné de lumière. Et quelque part entre 2 gares, Noah se dit qu'il n'avait peut-être pas levé un meuble ce jour-là. Il avait levé une génération. Le grand amphithéâtre de Bercy était plein. Des journalistes, des artisans, des ministres, des étudiants. Sur la scène, des drapeaux tricolores, un pupitre sobre, et au centre, une chaise réservée à Noah Bernard. Quand il entra, vêtu de sa simple chemise bleue et de son pantalon de travail, la salle entière se leva. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Noah resta un instant immobile, gêné, avant de poser sa main sur le cœur, en signe de remerciement silencieux. Au premier rang, Élie tenait son Lego buffet serré contre lui. Son regard brillait de fierté. Le ministre du Travail s'approcha du micro.
Aujourd'hui, nous célébrons non pas un exploit de force, mais un acte d'honnêteté. Monsieur Bernard n'a pas soulevé un simple meuble, il a soulevé la conscience d'un pays. La salle éclata en applaudissements. Mais Noah, lui, fixait son fils. Tout ce qu'il voulait, c'était que ce garçon se souvienne de cette journée, pas pour les caméras, mais pour la leçon. Quand on l'appela à parler, il monta lentement sur scène. Ses mains tremblaient un peu. Il posa le micro et prit une longue respiration. « Je ne sais pas faire de grands discours, dit-il simplement. Je sais soulever, réparer, construire. Mais j'ai compris une chose, ce qu'on construit avec des mensonges finit toujours par s'effondrer. » Il leva les yeux vers le public. « Je ne suis pas un héros. J'ai juste refusé de me taire quand on nous a humiliés. J'ai voulu que mon fils voie que la dignité ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on refuse de perdre. » Élie essuya ses yeux. Dans la salle, un silence profond s'installa. Puis, lentement, tout le monde se leva de nouveau pour l'applaudir. Pas un applaudissement de spectacle, non, un hommage. Après la cérémonie, Noah et Élie furent invités dans un petit salon privé. Céline Morel les attendait, accompagnée de 2 hauts fonctionnaires. Sur la table, un dossier estampillé, Fondation Intégrité et Design. « Nous voulons que cette fondation soit réelle, Monsieur Bernard, expliqua Céline. Un espace où artisans, ingénieurs et apprentis puissent apprendre la transparence dans leur métier. Vous seriez notre conseiller principal. » Noah haussa les épaules. « Je ne suis pas un homme de bureau. » « Justement, répondit-elle. On n'a pas besoin d'un costume. On a besoin d'une conscience. » Il se tut, pensif. Élie tira doucement sur sa manche. « Papa, tu pourrais apprendre aux gens à construire comme moi avec mes Legos, sans triche. » Noah sourit. « Peut-être bien que oui, fiston. » Un mois plus tard, la Fondation Intégrité et Design ouvrit officiellement à Lyon. Pas dans un gratte-ciel, non. Dans un ancien atelier restauré, aux murs de pierre, rempli d'établis et d'outils. Le logo, au-dessus de la porte, représentait un meuble ouvert d'où jaillissait de la lumière. Dessous, la devise. « Ce que l'on bâtit honnêtement, dure éternellement. » Céline prononça le discours d'ouverture. « Nous ne voulons pas des plus forts, mais des plus droits. Nous ne cherchons pas des mains puissantes, mais des âmes solides. » Noah observait la foule d'artisans et d'étudiants. Il sentit quelque chose en lui se détendre. Il n'était plus seul. Ce qu'il avait soulevé ce jour-là n'était pas un meuble, mais une idée. Plus tard, alors que la fête se terminait, Céline s'approcha de lui. « Vous avez remarqué ?» demanda-t-elle. « Quoi donc ? Tout le monde ici se regarde dans les yeux. Plus personne ne baisse la tête. » Noah hocha lentement la tête. Alors ça valait bien un peu de sueur. Elle lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, une médaille simple, en bois et métal. Gravée, à celui qui a déplacé plus qu'un meuble. Noah la contempla longuement, puis la remit à son fils. « Tiens, Élie. C'est la tienne. Mais pourquoi ? C'est toi qui l'as méritée. Non. C'est toi qui m'as appris à ne pas plier. » Le garçon sourit, ému. Et pour la première fois depuis longtemps, Noah se sentit en paix. Quelques semaines plus tard, la fondation battait son plein. Des jeunes apprentis arrivaient de toute la France pour apprendre à construire juste. Les journaux appelaient désormais Noah, l'homme qui a soulevé la vérité. Mais lui, fidèle à lui-même, refusait les projecteurs. Chaque matin, il enfilait sa vieille veste de travail et aidait les élèves à tailler le bois, à ajuster des charnières, à comprendre le poids réel d'un objet, et celui, plus lourd encore, de la responsabilité. Céline le rejoignit un jour dans l'atelier. « Tu te rends compte, Noah ?
dit-elle en observant les jeunes scier avec précision. Grâce à ton geste, on vient de changer la norme de certification dans tout le pays. Les fabricants devront désormais prouver la qualité réelle de leurs matériaux avant de vendre. Noah essuya la sueur sur ses mains. Je ne voulais pas changer des lois, juste changer des regards. Et c'est souvent comme ça que les révolutions commencent, répondit-elle doucement. À cet instant, il y entra dans l'atelier avec un grand sourire. Il portait une boîte remplie de petites constructions en Lego. Papa, regarde. J'ai construit la fondation en miniature. Il posa sa création sur la table, des murs transparents, des figurines avec des casques de chantier et, au centre, un petit meuble éclairé. On voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, expliqua-t-il fièrement. Comme tu dis toujours, rien à cacher. Noah se mit à rire et le serra dans ses bras. Tu es un architecte de vérité, mon garçon. Le soir même, une pluie fine tombait sur Lyon. Noah ferma les portes de l'atelier, s'attarda un moment sur le logo de la fondation, puis prit le chemin du retour avec Élie. Ils traversèrent le pont de la Guillotière, le Rhône reflétant les lumières de la ville. « Papa, demanda Élie d'une voix sérieuse, tu crois que tout le monde dit toujours la vérité, maintenant ?» Noah resta un instant silencieux avant de répondre. « Non, fiston. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un pour la soulever, quand elle est cachée. Comme toi ? Comme nous. » Élie hocha la tête, satisfait. Sous la pluie, ils continuaient à marcher, deux silhouettes unies dans la lumière des réverbères. Quelques jours plus tard, Céline arriva avec une enveloppe brune. « Noah, dit-elle, j'ai quelque chose pour toi. » Elle sortit un courrier à en-tête du ministère de la Défense. Le regard de Noah se durcit légèrement. « Je croyais que mon passé militaire était enterré. »« Pas complètement, répondit-elle. Ton ancien commandant m'a contacté. Il a suivi ton histoire. Il dirige aujourd'hui un programme de formation pour ingénieurs de terrain, et il veut que tu y participes. » Noah fronça les sourcils. « Pourquoi moi ? » Parce qu'il cherche quelqu'un qui sait enseigner l'intégrité sous pression. Pas la théorie, la vraie. Celle qu'on apprend quand le monde te regarde de haut et que tu refuses de baisser les yeux. Il resta silencieux un moment, fixant l'enveloppe entre ses mains calleuses. Puis, doucement, il dit. « Je croyais avoir tourné la page. »« Peut-être, répondit Céline. Mais parfois, les pages reviennent quand elles savent qu'il reste une histoire à écrire. » Le soir, à la maison, Élie l'observait réfléchir. « Papa, c'est quoi ce papier ? » « Une invitation. Pour apprendre à d'autres à être honnêtes, même quand c'est difficile. » Le garçon sourit. « Alors tu dois y aller. C'est ce que tu fais déjà avec moi. » Noah posa sa main sur l'épaule de son fils. « Tu crois que je peux encore servir à quelque chose ? Je crois que tu peux aider les grands à redevenir vrais, comme les enfants. » Ces mots simples suffirent. Noah sut qu'il accepterait. Pas pour lui, mais pour montrer à d'autres que la vraie force n'est pas dans les bras, mais dans le cœur. Quelques semaines plus tard, il rejoignit un centre d'entraînement à l'extérieur de Marseille. Là, il rencontra de jeunes ingénieurs, d'anciens soldats, des techniciens en reconversion. Tous l'écoutaient avec respect. Il leur apprit à mesurer la résistance d'un matériau, mais aussi à reconnaître la fragilité d'une conscience. Ses cours s'appelaient « Force et vérité ». Un matin, il montra à ses élèves une simple planche de bois fissurée. « Regardez cette cassure, dit-il. Elle ne rend pas la planche inutile. Elle la rend vraie. Parce qu'on voit à quel point elle a tenu avant de céder. Les hommes sont pareils. » Le silence qui suivit valait plus que n'importe quel applaudissement. Un an plus tard, le nom de Noah Bernard n'était plus seulement une histoire virale. Il était devenu une référence dans le monde de l'artisanat, de l'ingénierie et même de l'enseignement moral. Les écoles invitaient ses apprentis à témoigner, les usines reprenaient son credo. La force sans honnêteté n'est qu'une façade. Mais Noah, lui, restait le même. Chaque matin, il se levait tôt, préparait le café et accompagnait Élie à l'école avant de rejoindre l'atelier de la fondation. Les mains couvertes de sueur, le cœur tranquille. Car au fond, tout ce qu'il voulait, c'était cela, transmettre. Ce jour-là, un jeune stagiaire lui demanda timidement. « Monsieur Bernard, pourquoi vous n'avez jamais breveté votre méthode ? Vous pourriez devenir riche. » Noah sourit. « Parce que certaines choses ne doivent pas se vendre, mais se partager. » Le jeune hocha la tête, impressionné. Le soir, Céline entra dans l'atelier. Elle tenait une petite enveloppe en cuir. « C'est arrivé ce matin, dit-elle. De la part du ministère. » Noah l'ouvrit. À l'intérieur, une simple lettre. « Cher Monsieur Bernard, grâce à vous, la transparence et la sécurité dans l'industrie artisanale ont atteint un niveau inédit. Nous souhaitons vous remettre la médaille d'honneur du travail, pour avoir redonné sens à ce mot, travail. » Noah leva les yeux vers elle. « Je ne cours pas après les médailles. » « Je sais, répondit Céline.
Mais celle-ci, c'est la tienne, et celle de tous ceux qui ne trichent pas. Ils restèrent un moment silencieux, écoutant le bruit des marteaux et des scies dans la salle voisine. Puis Céline ajouta. Tu sais, la fondation ouvre une antenne à Bruxelles. Et ils veulent ton fils pour concevoir le logo. Noah éclata de rire. Ellie? Mais il n'a que 12 ans. Peut-être. Mais il voit le monde avec une clarté que beaucoup d'adultes ont perdue. Ce soir-là, père et fils s'assirent sur le balcon. Le soleil se couchait sur Lyon, jetant une lueur dorée sur les toits. Ellie dessinait sur une feuille. Papa, si je fais un logo pour Bruxelles, je veux qu'on voit à travers le meuble. Comme un cœur ouvert. Noah le regarda, attendri. C'est exactement ça, fiston. Ce qu'on construit doit toujours laisser passer la lumière. Le garçon releva les yeux. Tu crois que les gens se souviendront encore de toi, plus tard? Noah réfléchit, puis répondit calmement. Ce n'est pas de moi dont ils se souviendront. C'est de ce que nous avons construit ensemble. Il montra du doigt le petit Lego buffet, toujours sur la table du salon. Regarde, il est toujours là. Il penche un peu, mais il tient. Parce qu'il a été fait avec patience. Et avec vérité. Quelques semaines plus tard, lors de la cérémonie à Paris, Noah reçut sa médaille. Mais au moment de la photo officielle, il fit quelque chose d'inattendu. Il posa la médaille dans la main d'Ellie, sous les flashs des caméras. « Elle est pour toi », murmura-t-il. « Mais pourquoi » demanda le garçon, ému. « Parce que tu m'as appris la plus grande force, celle de ne pas baisser les yeux, même quand le monde se moque. » Les applaudissements furent sincères, profonds, presque silencieux d'émotion. Céline, depuis la salle, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que cet homme, qui refusait la gloire, venait encore une fois de soulever quelque chose de plus lourd que le bois, le respect. Des années plus tard, à l'entrée de la Fondation Intégrité et Design, une plaque fut installée. Elle portait simplement ces mots. Ce meuble ne devait pas bouger. Mais un homme l'a soulevé. Et avec lui, nos consciences. Chaque apprenti qui passait la porte la touchait du bout des doigts, comme un rituel. Et dans un coin de la salle d'exposition, à côté d'un vrai meuble restauré, trônait le petit modèle en Lego. Sous une vitre. Avec une inscription gravée. Construit par Élie Bernard, fils de celui qui a déplacé la vérité. Noah venait parfois s'asseoir là, tard le soir, quand tout le monde était parti. Il regardait le meuble miniature, se souvenant de ce jour où tout avait commencé. Il se disait que la vie, comme le bois, révélait sa beauté quand elle portait ses marques, ses fissures. Et que certaines choses, qu'on croit immobiles, ne demandent qu'une main honnête pour se remettre en mouvement. Il sourit, passa sa main sur la table, puis souffla. « Allez, mon vieux meuble, tu peux reposer maintenant. La vérité tient debout toute seule. » Et dans le silence de l'atelier, il semblait que le bois lui-même respirait un peu plus librement.